Rien demandé et tu m'as dit si tu veux je te fais un article. Et ça conditionne un peu ta vie parisienne. L'impression que tu es tout le temps high. Et donc aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est pas le marketing. Peut-être qu'on fera des EDI Lab podcast ensemble, on verra. Je fais partie de la génération Capital, moi. Et c'est le bébé sur lequel tu travailles depuis Alors, 15 ans. c'est mon dernier. Bonjour et bienvenue au podcast de Leaders Lab, le podcast où on discute avec des leaders d'aujourd'hui et de demain en toute intimité. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Antoine. Hello Antoine. Ravi de te rencontrer. Ravi. Et de te retrouver plutôt. Ouais, de te retrouver plutôt, voilà. Alors Antoine, on se connaît, justement, on se posait la question, on se connaît depuis, je pense, à peu près 20 ans maintenant. Une petite vingtaine d'années, ouais, tout ça à fait. nous rajeunit tout à fait. De toute façon, on n'est pas vieux. On n'est Ouais. absolument pas, non, tout est dans la tête, je suis d'accord. Voilà, exactement. Mais on n'a jamais directement travaillé ensemble, mais on a toujours été dans un cercle tech Ouais. et on s'est toujours bien entendu. Tout Donc, à ce fait. qui fait que finalement, le réseau étant très important, aujourd'hui, tu as accepté de venir et discuter avec nous. Avec grand plaisir en tous les cas. Et Merci, Antoine. Merci pour l'invitation. Alors, je vais quand même raconter l'anecdote. Quand j'ai sorti mon livre il y a 2 ans, Ouais. tu étais la première personne qui m'a appelée sans avoir rien demandé et tu m'as dit si tu veux, je te fais un article. C'est la moindre des choses, ça fait partie de ce qu'on appelle les réseaux justement, et puis l'amitié. Parce que depuis 20 ans, c'est plus l'amitié que le réseau. Parce qu'on n'avait jamais bossé ensemble en direct. On avait des cercles communs en tous les cas. Et c'est vrai que quand j'ai vu que tu t'étais donné la peine de prendre la plume et de sortir un ouvrage, qui est quand même un sacré challenge, et sachant qu'on a en plus dans le magazine que j'édite aujourd'hui une rubrique Voir et savoir qui est justement faite pour pouvoir accueillir ce genre de choses, mon premier réflexe était tout de suite de dire allô, fais-moi parvenir un exemplaire et puis on va te mettre en avant parce que c'est la moindre des choses que de pouvoir t'aider, quoi. Écoute, ça m'a vachement touchée, donc merci. Et je dis grand merci au journaliste qui, en plus, a lu le livre. Tout Et à là, fait. c'est pas, il a pas juste écrit. Non, il l'a lu. Oui, Pierre-Antoine l'a lu. Pierre-Antoine, Voilà, merci Pierre-Antoine, beaucoup. vraiment dédicace à Pierre-Antoine. Voilà, Ouais, tout à bravo. fait. Après, ça montre aussi, et on en parlera, des équipes que tu recrutes et des personnes avec qui tu Ouais. travailles. Mais bon, on va démarrer par le début. Donc, EDI, C'est le dernier bébé. alors, c'est la dernière édition, mais c'est le bébé sur lequel tu travailles depuis Alors, 15 ans. c'est mon dernier bébé depuis 15 ans, parce que j'en ai eu beaucoup d'autres avant. J'ai commencé ma carrière d'éditeur, j'avais 21 ans, donc c'était en 1987, ça nous rajeunit pas. J'ai eu la chance de tomber au bon moment, au bon endroit. C'était les grandes années de la presse informatique en France, où Internet n'existait pas, et où on avait des titres comme Génération 4, Micro-Achat, Univers Mag, Génération PC. Enfin, ça a démarré en 87 avec un journal sur Atari, qui s'appelait ST Magazine, on était 4 copains. Et on a développé une jolie boîte, puisque moi, quand j'ai quitté le groupe en 99, il y avait 250 salariés, on vendait chaque mois 850 000 magazines. C'est les années où on mettait des CD-ROM dans les magazines et on pouvait en vendre des dizaines de milliers avec des démos, avec des kits de téléchargement. Enfin voilà, c'était des années d'un autre monde. Et puis quand Internet est arrivé, on a eu le nez de se séparer d'une partie de nos activités dès 99. Moi, je suis parti faire d'autres choses. Je suis parti en montant une agence de trade marketing qui faisait des catalogues pour la grande distribution. Donc, j'ai travaillé avec Auchan, Boulanger, Carrefour, Conforama pendant 6-7 ans. Voilà. Ça nous a emmenés jusqu'en 2007. Puis, j'ai fait un break de 2007 à 2010. Et en 2010, j'avais cette idée de revenir dans la presse spécialisée. Et le seul pan de la presse spécialisée que je n'avais pas touché, c'était celui du B2B. Et je me suis un peu intéressé à ce marché. Et c'est de là que m'est venue une idée un peu disruptive en 2010 qui a été de relancer un journal papier. Alors, disruptif, parce qu'en fait, en 2010, la majorité des journaux papier passaient en mode numérique. Tout avait disparu. Et il arrêtait. Tout avait disparu, il n'y avait plus de papier du tout. Il y avait par contre une multitude de newsletters hebdomadaires ou quotidiennes qui arrivaient dans la boîte mail des revendeurs. Et en fait, mon postulat était de dire, je vais m'intéresser à la racine du marché de la distribution des nouvelles technos, c'est-à-dire que je vais me positionner comme intermédiaire média entre les constructeurs, les éditeurs et leurs partenaires grossistes et le réseau d'intégrateurs, ce qu'on appelait avant les SS2I, qui sont devenus les ESN, qu'on appelle également toujours aujourd'hui les VAR, ce qu'on appelle au sens large du terme le channel. Mais on touche absolument pas les clients finaux, c'est-à-dire que ma cible n'est pas de m'adresser aux DSI, ma cible est vraiment de m'adresser aux intégrateurs. Et on est devenu, grâce à ce magazine, en l'espace de... Le premier numéro a été sorti en... Alors, je reviens sur initialement pourquoi l'idée de sortir un magazine papier, c'est qu'en fait, l'analyse du marché et des médias en 2010, c'est que tu n'as que des newsletters qui arrivent gratuitement dans les boîtes mail des revendeurs, sans que pour la plupart, ils aient demandé quoi que ce soit.
Il n'y a pas vraiment de contenu, il y a beaucoup de copier-coller de communiqués de presse. On ne retrouve pas de dossiers, on ne retrouve pas de portraits, on ne retrouve pas de choses comme ça. Et en fait, moi, j'ai toujours fait qu'une chose, c'était des journaux. Et surtout beaucoup de commercial, parce que c'était vraiment ce que j'aimais le plus faire dans mes activités d'éditeur, c'était vraiment cette partie commerciale. Les modèles économiques ayant complètement changé avec l'arrivée du web, c'est-à-dire que fut un temps où on achetait des magazines en kiosque, on payait des abonnements payants, puis quand le web est arrivé, on a perdu l'habitude de payer les contenus, et c'est un peu dommage d'ailleurs je trouve pour les éditeurs, parce qu'ils ont dévalorisé la valeur de leur contenu. Et par contre, les modèles économiques ont complètement switché, et 99% des médias aujourd'hui sont pilotés par la pub. Alors ils sont pilotés soit par la pub traditionnelle, soit par des campagnes d'emailing, soit par des campagnes de détection de projets, soit par des campagnes de génération de leads. Mais le meilleur exemple que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que dans l'IT, si vous prenez des newsletters comme Silicon, elles sont tenues par des boîtes comme NetMedia qui sont à la base des gens qui viennent du marketing. Si vous prenez le monde informatique, ça a été racheté par ITfacto, qui est une boîte de marketing. Et en fait, les boîtes de marketing rachètent des audiences pour vendre aux clients après des opérations de marketing. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, souvent, ce que tu dis, c'est que souvent, dans la presse, en tout cas la presse spécialisée, ça reste quand même un moyen de générer plus de leads Oui. avec un business final, là où pour toi, le magazine est le business final. Alors, ça pose deux questions. Chez nous, le magazine reste encore, j'ai envie de dire, le vaisseau amiral du groupe. Pourquoi? Parce que quand on a relancé ce magazine papier, en 2010, c'était un pari très audacieux, mais en fait, il n'y avait plus de papier du tout, et on s'adresse à des populations de gens qui sont extrêmement pris par l'ordinateur au quotidien. Que ce soit dans le cadre de leur démarchage de commerciaux, enfin de clients finaux, ou que ce soit dans le cadre de leur relation avec les fournisseurs, que ce soit les grossistes ou les constructeurs éditeurs qui sont leurs partenaires vendors, tous ces gens-là communiquent par mail toute la journée. Et tous leurs projets clients finaux sont également orientés par mail. Tu rajoutes à ça tous les médias web qu'ils reçoivent, ils ont eu un encombrement intellectuel et un encombrement informatique qui est déjà au quotidien extrêmement prégnant. Et donc, du coup, le fait d'arriver avec un journal papier a complètement déplacé le truc. Et c'est vrai que quand on est dans une lecture d'un magazine, on est tout à sa lecture. C'est un peu comme quand on est dans un bouquin. Tu prends ton livre, tu prends ton magazine, tu vas prendre un article, tu vas pas t'arrêter en cours de lecture, tu vas pas être perturbé par un pop-up ou par un lien pour en savoir plus ou quelque chose. Et donc, tu vas en profondeur dans l'information. Et en fait, le succès du magazine, ça a été vraiment de remettre du contenu au cœur de l'édition, avec une véritable équipe de journalistes qui sont des vrais professionnels à part entière, et qui d'ailleurs pour la plupart étaient là au premier jour et sont toujours avec moi aujourd'hui. Donc, on va en parler voilà. de management. Et ça c'est quelque chose qui a tout de suite pris. Pourquoi? Parce qu'on a construit le magazine en réfléchissant également aux problématiques qu'ont nos lecteurs, que le channel peut avoir. Et donc, on a construit des actus business, des actus produits, des reportages salons, des portraits chaque mois de grands patrons, un peu comme tu es en train de le faire avec moi, mais nous, on le fait en version print. Et puis aussi, en développant chaque mois des gros dossiers sur les thématiques qui sont celles de la transformation numérique de nos économies, c'est-à-dire le cloud, la cybersécurité, la mobilité, le print, la démat, le stockage, l'affichage. Voilà, ça, c'est tout ce qui fait le business de l'IT aujourd'hui. C'est ce qui fait que nos économies, que nos entreprises évoluent avec l'IT. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, de toutes ces choses-là. Donc tous ces sujets-là font partie intégrante de la colonne vertébrale du magazine. Et chaque mois, on retrouve un dossier d'une 40aine de pages où on va avoir toute l'offre service des vendors, on va avoir toute la partie grossiste, on va avoir des tableaux récapitulatifs. Et donc le magazine est vraiment un magazine pratique, un magazine outil. Et vraiment un magazine 100% orienté channel. Donc c'est un magazine manuel. Alors attends, on revient. Papier. Mais, bien évidemment, avec le Covid, on a aussi fait évoluer la structure du groupe. Pas dès le début. Oui, non, je pas sais dès le début. Version, on a gardé cet ADN print pendant très très longtemps. Et puis avec l'arrivée du Covid, il a bien fallu se poser des questions. Oui. Et on a arrêté de s'interdire des choses. Et donc du coup, on a développé une plateforme de contenu qui reprend les contenus du magazine. On a développé en parallèle de ça une newsletter hebdomadaire qui tous les jeudis sort, qui s'appelle EDI Hebdo, où on propose 3-4 actus produits, 3-4 actus business, quelques questions-réponses à un patron du channel, et puis quelques offres d'emploi, et puis une base de données en parallèle qui nous permet maintenant de proposer du digital. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui le seul groupe média 100% B2B à proposer du print, du digital avec le site web, de la newsletter hebdomadaire et de la base de données. Ce qui fait aujourd'hui de Partenaire Media Publishing un groupe complet. Voilà. Bravo. Alors, on reviendra sur le sujet de l'entreprise. D'accord. On va démarrer par qui, Antoine, quand même. Ouais. Tu es né en France? Je suis né le 6 janvier 1966 à Paris 12e. Et tu habites encore à Paris? Et j'habite encore à Paris. Voilà.
Et tu n'as jamais voulu quitter? Alors, Je sais que tu as des maisons ailleurs. Je suis un gamin de banlieue à la base. Voilà, je suis un gamin de banlieue. Parce 12e, c'est pas un banlieue? Non, je suis né dans le 12e, mais je suis un gamin de banlieue à la base parce que j'ai grandi dans l'Essonne, à Quincy-sous-Sénart. Et puis j'ai eu, pour des raisons familiales, la chance de venir découvrir Paris quand j'avais 14 ans, puisque ma maman s'est mariée avec un monsieur qui vivait à Paris, s'est remariée avec un monsieur qui vivait à Paris et qui était patron des parcs et jardins de la ville de Paris. Et donc je suis passé de ma banlieue parisienne à un hôtel particulier dans les Serres d'Auteuil, en face de Roland-Garros, qui était quand même un choc émotionnel assez important. Et surtout, je suis arrivé en 5e au lycée La Fontaine. Et le lycée La Fontaine était un lycée de filles. Et donc, il y avait deux garçons pour... il y avait deux garçons pour 28 filles, puisque c'était la première année de mixité. Donc, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé dans un hôtel particulier, dans le 16e arrondissement, dans une classe où il y avait 28 jolies filles. Et ça conditionne un peu ta vie parisienne. Ah oui, c'est un peu différent. Ça a été un choc. Ouais. Toi, tu as eu entre ma vie de banlieusard et ma la vie minorité inverse. Voilà, entre ma vie de banlieusard, qui est une vie de gamin de banlieue, donc les gamins de banlieue, ils jouent au foot, ils font du vélo, ils font les bêtises que peuvent faire les gamins de banlieue, quoi, voilà. Et puis la vie parisienne, en arrivant en plus, en ayant la chance d'arriver dans le 16e arrondissement, qui était quand même un jardin, enfin un quartier plutôt privilégié. C'est vrai que le choc a été assez important, mais j'ai eu la chance de pouvoir découvrir Paris dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, tu as choisi quand même de vivre à Paris. Ah, je suis resté depuis toujours parisien. Donc, tu es parisien. Ah oui, je suis vraiment 100% parisien. J'ai un goût très prononcé pour la montagne, parce que j'adore la montagne. Mais par contre, je suis un vrai parisien. Ouais, Donc, tu es papa de 3 filles ou 2 filles? Alors, j'ai élevé une petite qui est aujourd'hui à 40 ans, qui était la première fille de ma première épouse, qui avait 4 ans à l'époque, Adélaïde. Et puis j'ai eu avec ma première épouse 2 filles qui ont 33 et 31 ans aujourd'hui, qui s'appellent Artélaïs et Altinaï. Et puis j'ai eu ensuite un autre mariage qui s'est terminé il y a de ça 7-8 ans, et où j'ai eu une 4e fille qui s'appelle Louise. Qui est quand même entourée. Qui aujourd'hui a 13 ans et quelques. Et je suis donc entouré de filles, oui. Et j'ai quand même la chance d'avoir un petit-fils, donc c'est pas mal. Il y a enfin un garçon dans la famille, puisque une de mes filles m'a donné un petit-fils qui s'appelle Andrea et qui a 6 ans aujourd'hui et qui est une merveille. Voilà. Alors pourquoi je parle de tes filles? Parce que si on te suit sur les réseaux et si on te connaît un peu, tu es quand même très proche de tes enfants. En fait, ce qui ressort de ta personnalité, c'est le côté humain. Dans le travail, ce que tu décris depuis tout à l'heure, et même à chacune dans nos discussions, c'est les gens qui t'entourent depuis le début, avec qui tu essayes de rester jusqu'au bout. C'est une tribu. Et pareil dans la famille. Ouais, c'est vraiment une tribu. Puis, j'ai la chance d'avoir gardé de très très bonnes relations avec ma première épouse. On est vraiment des amis aujourd'hui. Et donc, il peut nous arriver de passer Noël tous ensemble. Il peut nous arriver de nous retrouver pour les anniversaires. Il y a un espèce de côté, du côté de ma première épouse, c'est aussi une tribu un peu différente d'artistes, de gens un peu bohèmes, de gens comme ça. Et tout ça fait un espèce de mélange qui est vachement agréable. Et puis avec le temps, tu prends d'épaisseur, c'est-à-dire que fut un temps où j'étais un jeune papa, maintenant je suis un papa plus âgé, je suis un grand-père, puisque j'ai 2 petits-enfants. Et puis malheureusement, les hommes de la famille ayant disparu, tu te retrouves toi un peu en tête de pont, c'est-à-dire que je suis dans je vais vers ma 60e année, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le mari de ma sœur, mon beau-frère, on est un peu les 2 patriarches, puisque malheureusement, tous les autres ont disparu. Mon père est mort, moi, quand j'avais 24 ans, donc quand j'étais très jeune. Et mon beau-père nous a quittés il y a 5 ans, il avait 98 ans, donc il est mort à un bel âge, il a quand même été sympa, il est parti très tardivement, d'autant plus qu'il a été super bien jusqu'à 96 ans, donc voilà, il a rendu ma maman très heureuse, et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Et donc ça a été... voilà, et tu montes, tu grandis, et puis tu deviens tes papas, puis tes enfants grandissent. Il y a 3 ans il y a 2 ans et 3 ans, j'ai marié mes 2 filles, mes deux filles qui ont 33 et 31 ans. Je les ai mariées coup sur coup les 2. J'en ai une qui a fait un enfant très jeune et puis qui m'en a refait un petit derrière, donc je suis grand-père 2 fois. Et donc là, du coup, naturellement, tu deviens un peu à ton tour le patriarche. Et ça veut dire que il t'incombe aussi de fédérer, d'organiser. Une famille, ça s'entretient en fait. Si tu pousses pas les gens à venir déjeuner, à organiser des réunions de famille, à réunir les gens, tu te rends compte que chacun part de son côté. On est happé par le quotidien et on n'a plus le temps de rien. Et puis on prend plus le temps de se voir. Et moi, j'ai quelque chose qui me rend particulièrement fier. C'est que ma sœur, j'ai une sœur aînée
que j'aime plus que tout au monde. C'est fusionnel, parce que j'ai grandi en fait avec ma maman et ma sœur. Parce que mon père est parti de chez moi, j'avais 8 ans, et donc j'ai vraiment grandi avec ma mère et ma sœur. Et, et ma sœur a trois enfants qui ont quasiment le même âge que mes trois grandes. Et ce qu'il y a de génial, c'est que mes enfants voient ses enfants sans nous. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à créer quelque chose qui fait que nos enfants se voient. Il y en a eu en plus, du côté de ma soeur, il y en a une qui vit à Berlin. Moi, j'ai une de mes filles qui vit à Lisbonne. J'en ai une qui est moitié à Paris, moitié à Ibiza, parce qu'elle vient d'ouvrir un restaurant à Ibiza. Enfin, voilà. Et donc, en fait, on se rend compte qu'ils se font des week-ends ensemble, ils s'appellent, ils se font des bouffes ensemble, mais sans nous. Alors, bien évidemment, quand nous on fait des choses, ils sont là. Et ça, c'est que du bonheur. Mais ce qui est génial, c'est de te dire que finalement, on a réussi à transmettre ce côté familial et faire que si demain on n'est plus là, cette famille perdurera. C'est-à-dire que je sais que mes neveux et nièces continueront à parler à mes enfants et que les enfants de mes neveux et nièces seront copains comme cochons avec leurs cousins du côté de ma famille. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu te dis que tu as transmis quelque chose et que tout ce que tu fais tout ce que tu prends comme initiative pour justement faire que cette famille reste une famille, ça fonctionne et ça, c'est bien, quoi. Et c'est un peu la même chose dans le monde de l'entreprise, en fait. Alors après, c'est pas toujours aussi évident dans le monde de l'entreprise que dans le monde de la famille, mais quoique dans la famille, il y a souvent des problèmes aussi. Oui, voilà. Franchement, c'est pas non plus évident d'avoir. C'est pas évident. Voilà. Ouais. Les relations humaines sont de toute façon jamais évidentes. Voilà. Ouais. Écoute, ce qui est intéressant, Antoine, c'est que tu es la première personne avec qui, que ce soit pendant le podcast ou en dehors de podcast, qui parle ouvertement de son âge, sans vraiment, ça n'a pas l'air de te soucier plus que ça. C'est quoi ton rapport à l'âge? Ça ne me soucie pas, dans le sens que, déjà, je suis quelqu'un de très actif. J'ai une vie très remplie, qu'elle soit amoureuse, ou qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit professionnelle, j'ai de quoi m'occuper. Et puis là, je pense que c'est dans la tête que ça se passe, avant toute chose. Donc, après, il y a des événements de vie qui font que malheureusement, parfois, tu prends un peu des coups sur la carafe et que ça peut te... Il y a quelque chose d'assez marquant, c'est que tu te rends compte que chez les personnes âgées, le moindre petit pépin de santé peut prendre des proportions qui font que tout à coup, tu vieillis beaucoup plus rapidement. Et ça, j'ai toujours été très, très vigilant là-dessus parce que je l'ai vécu avec mon beau-père, je le vis en ce moment avec ma maman, qui a 85 ans et qui vit ces problèmes de petits pets de santé qui font qu'à chaque fois tu déclines un peu plus, etc. Et donc tu te dis que je vais avoir 60 ans en janvier prochain, je me dis que c'est un peu tôt pour me préoccuper de ce genre de choses, donc j'essaye de rester le plus actif possible. Je fais de la moto, je suis toujours en train de courir, je fais beaucoup de ski, j'ai une vie d'amis aussi assez riche, j'ai pas mal de copains, donc c'est aussi une manière de s'entretenir, de faire que tu bouges tout le temps et que tu te laisses pas aller à une espèce de truc qui fait que rapidement Je peux plus faire ça parce que je suis âgée maintenant. Ça, voilà. Ouais. Alors après, il y a des problèmes du corps, hein. C'est sûr que à 59 ans, à moins de t'entretenir un petit peu et de faire un peu plus attention, il y a des moments où c'est plus compliqué de se lever le matin. Quand on a fait un peu la fête le soir, mais bon, voilà, ça faut faire avec, quoi. Voilà. Il y en a qui ont 20 ans et qui ont toujours du mal à se lever le matin. C'est vrai. Sans même avoir bu parfois. Je te confirme. Écoute, on va parler un peu alors pas forcément de management, mais quand on te voit de l'extérieur, on se dit en fait tout va bien. Parce que tu es quand même... Alors, certes, tu as une certaine personnalité, tu as un caractère, ça plaît pas, peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet à se dire, c'est qu'on a l'impression que tu es tout le temps high. Donc, je suis dessus, tout va bien, je gère, je suis à fond. C'est à la fois vrai de l'extérieur et pas vrai de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses. J'ai tendance à pas me répandre, j'ai tendance à pas partager. Quand ça va pas, j'ai plutôt tendance à m'enfermer chez moi tout seul. Il se trouve que je vis seul aujourd'hui. J'ai une compagne avec qui je partage ma vie, mais on partage notre vie chacun chez soi. Donc on se retrouve que dans les bons moments, ce qui est plutôt agréable. Et puis mes enfants étant grands et ma petite de 13 ans, c'est les ados d'aujourd'hui. Hein. Même si je suis supposé la voir un week-end sur 2 et je la prends toujours la moitié des vacances, c'est un peu elle qui décide quand elle a envie de me voir ou quand elle peut me voir, parce qu'ils ont déjà des emplois du temps très pris. Mais en tous les cas, non, j'ai tendance, moi, quand ça va pas, à tout garder pour moi et à m'enfermer et à essayer de faire que ça passe tout seul. Mais je suis pas du genre à me répandre. Voilà, je suis pas du genre à me plaindre et voilà. Et donc, on parlait du magazine. C'était un challenge audacieux il y a 15 ans. Ouais.
ça devient de plus en plus difficile quand C'est même. très compliqué. Ouais. Depuis 2 ans, c'est très compliqué de... Pourquoi exactement 2 ans? Parce que en fait, le Covid a été une période de grande dynamique de business pour l'IT. Il ne s'est jamais vendu autant d'ordinateurs portables, il ne s'est jamais vendu autant de kits de visioconférence, il ne s'est jamais vendu autant d'imprimantes personnelles pour des raisons de télétravail. Donc on a rééquipé nos salariés chez eux pour qu'ils puissent bosser correctement. Et puis on a mis en place dans les entreprises des projets de cloud, des projets de cybersécurité pour protéger les flux de data entre les particuliers et les entreprises. On a mis en place des projets de démat, de machin, etc. Donc en fait, l'IT a été extrêmement dynamique en période Covid et puis post-Covid. Et puis il fallait bien que ça se calme à un moment ou à un autre. Et en fait, moi je l'ai pressenti dès la fin de l'année 2022. On a l'habitude de publier nos plannings de parution avec les thématiques des dossiers pour toute l'année à venir. Et en général, tous les gros partenaires de l'EDI, que sont les constructeurs, les éditeurs, les HP, les Browser, les Lenovo, les Acer, les Asus, les Epson, etc., et puis tous les grossistes importants que sont les TD Synnex, les Ingram, tous ces gens-là, se positionnaient en règle générale, en fonction des thématiques des dossiers, sur ce qu'on appelle les emplacements préférentiels. C'est-à-dire que ça peut être mon cavalier de première de couverture, ça peut être mon gatefold, ça peut être l'encart 4 pages, la quatrième. Mais non, voilà, Antoine, tu me gardes ça, tu me réserves ça, etc. Ce qui nous permettait en fait de démarrer l'année chaque année avec quasiment tous nos emplacements préférentiels vendus et une masse de chiffre d'affaires assurée pour le trimestre, voire le semestre, voire même parfois à l'année, avec certains partenaires, où on se disait, OK, on a de la visibilité. Ce qui d'ailleurs, je pense, nous a un peu fait nous endormir et s'installer dans un train de sénateur, parce qu'on partait avec 60% de notre chiffre d'affaires pour le trimestre, et on allait chercher 40% tous les trimestres. Et puis, quand le Covid est arrivé, il y a eu cette période de rééquipement importante, et puis, il a bien fallu que ça se calme à un moment ou à un autre. Et quand j'ai basculé mes plannings en 2022, fin 2022, je n'ai eu absolument aucun retour de personne. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé tous mes partenaires et en fait tout le monde a eu le même discours en me disant Antoine, on va bosser avec toi, mais on va pas pouvoir bosser avec toi comme on bossait avec toi avant. C'est-à-dire qu'on va être obligé de travailler probablement au trimestre, on va être obligé d'affiner, ou si on prend des engagements, voilà, mais on ne peut pas s'engager. Voilà. On n'a pas de visibilité sur nos budgets, la conjoncture est compliquée. Je rappelle qu'on est dans des périodes où entre les conflits au Moyen-Orient, israélo-palestinien, qu'on ramène ça à l'Ukraine, que tu rajoutes maintenant les États-Unis avec notre ami Donald Trump qui s'y met et sa grande guerre qu'il est en train de monter contre la terre entière, et puis que tu rajoutes à ça une certaine forme aussi de médiocrité chez nos politiques nationaux, dissolution, à quoi bon une dissolution, est-ce qu'on avait besoin de ça en France, qui nous a quand même plongé dans un espèce de marasme politique et qui a fait émerger des choses qu'on ne pouvait pas supposer en France. Je veux dire, un manque de gouvernance, un manque de visibilité, et donc un climat extrêmement anxiogène qui fait qu'en fait, le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le business ne fonctionne pas. Mais il ne fonctionne pas. Il faut comprendre que moi, je suis sur une chaîne de valeur où le client final, si le client final ne bosse pas, l'intégrateur ne travaille pas, l'intégrateur, c'est mon audience. Si l'intégrateur ne travaille pas, le grossiste ne travaille pas, le constructeur et l'éditeur ne travaillent pas non plus. Et donc, tout est bloqué. Et donc, on ne peut pas dire que voilà. Et en fait, 2023 a été comme ça, 2024 a été comme ça, et malheureusement, 2025 est en train de prendre la même direction. Parce que tu es trop dépendant, en fait. Il y a trop de chaînes. On est très dépendant de la pub, nous. Ouais. Et en fait, on est dépendant des budgets de nos partenaires constructeurs, éditeurs et grossistes. Et à partir du moment où il n'y a pas de business chez le client final, il y a pas, les budgets pub sont un des premiers cuts que l'on fait. Hein. Je veux dire, le marketing fait partie des premiers cuts que l'on met en place. Et donc aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est pas le marketing. Et donc l'ensemble de tous les grands partenaires que nous avons, que sont les constructeurs, les éditeurs ou les grossistes, ont réduit leur budget de 15, 20, voire 30%. Quoi. Okay. Et donc on est les premiers à en souffrir. Et c'est compliqué. Et donc ce que tu m'avais dit, c'est que par exemple, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, tu avais justement pour rééquilibrer et garder les gens, tu avais réinvesti de l'argent personnel dedans pour pouvoir payer. Ouais. Mais là, tu commences à te poser des questions sur what's next. Ouais, la prochaine étape, c'est probablement de se rapprocher d'un gros groupe. Ouais. C'est ce qu'on aimerait faire en tous les cas, de se rapprocher d'un gros groupe pour pouvoir se soustraire justement de ces problématiques, voilà, et puis d'optimiser, c'est-à-dire que on avait des bureaux place de la Madeleine, on les a quittés, on s'est remis en flex office. C'est vraiment une politique de gestion des coûts qui est vachement importante. On a réduit notre base de diffusion, hein. Je vais redonner une petite volumétrie sur nos audiences. On a un peu moins de 5000 abonnés sur le magazine, on a 9500 abonnés à notre newsletter hebdomadaire EDI Hebdo. On a une base de données d'environ 5000 contacts qualifiés et moi j'ai 7800 contacts sur LinkedIn. Voilà un petit peu les audiences que nous proposons au niveau du groupe. Il faut savoir qu'avant on était sur des bases de diffusion au niveau du magazine qui étaient beaucoup plus importantes et on a vraiment recentré sur le plus utile
Et là où on avait parfois dans certaines boîtes 10 abonnements, bah, on a réduit à 3. Enfin, on essaye vraiment de piloter au mieux pour pouvoir. Mais ça reste très compliqué. Et puis, on a eu aussi un autre facteur important, c'est que tous les coûts ont fait x2. Oui. Le papier a fait x2, Oui. l'impression a fait x2, le routage a fait x2. Donc on a pris à la fois des baisses de budget et dans le même temps des augmentations de matières premières très importantes. Et moi j'ai un souci, c'est que 100% de mes lecteurs me disent ne m'enlève pas mon journal papier. Parce que le magazine reste vraiment quelque chose voilà, qu'ils prennent en main, qu'ils apprécient. C'est un temps de lecture important et donc on est un peu tributaire de ça aujourd'hui. Voilà. Donc un peu en train de revoir. Alors, mais on réfléchit beaucoup. Moi, j'exclus pas du tout de me rapprocher de certains groupes aujourd'hui. Hein. Je ne cache pas qu'il y a des discussions en cours, voilà. Parce qu'on a besoin de se renforcer. Puis, il y a toute une branche qu'on n'a pas développée chez nous, qui est l'événementiel. Et on a toutes les armes pour le faire. On a les audiences, on a le contact client, on a la chance d'avoir une relation avec nos partenaires annonceurs qui est très forte. On a la chance d'avoir une équipe éditoriale qui est très bonne. Je veux dire que Vincent Verhaeghe, avec son équipe Pierre-Antoine Merlin et Thierry Bienfait, et tous les collaborateurs qui contribuent au magazine, on a 6 collaborateurs complémentaires qui viennent amener leurs pattes au magazine, et toute cette équipe est pilotée par Vincent. Voilà, Katia au commercial avec moi, qui est vraiment aussi... Katia qui est là depuis des années. Qui est là depuis toujours. Katia, j'ai commencé à travailler avec elle en 1992. Ah oui. Voilà. Donc tu es vraiment fidèle. Elle a fait partie de l'aventure Presse-Image avec moi en 1992. Et puis on s'est quitté après quand je suis parti moi faire mes catalogues de grande distribution en 99. Mais on s'est retrouvés dès le premier jour. Dès que j'ai monté l'EDI en 2010, je l'ai appelée et en 48 heures, elle était là, quoi. Alors peut-être qu'on fera des EDI Lab podcast ensemble, on verra quand tu auras changé avec plaisir. la direction. Pourquoi pas. On fait pas de vidéo, tu vois, ça fait partie des choses qu'on fait pas. On fait pas de vidéo. Non, on le fait. Voilà, exactement. Bah, peut-être que tu vas devenir l'intervieweuse en chef de l'EDI. Voilà. EDI Lab. On va t'envoyer tous nos patrons, tous les patrons de boîte faire des podcasts avec toi. Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup. Bon, j'espère que ça va bien se dérouler le 2025 et 2026, ça va recommencer. Ouais. J'ai une toute dernière question pour toi, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as une citation de préférence ou un livre? Alors, je sais que tu lis beaucoup, donc je pense que toi, tu vas peut-être proposer un livre. Une citation, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ah. Voilà. C'est très sales. Hein, ouais, non, mais c'est surtout ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Oui. Pour moi, l'idée, c'est regarde pas trop les trains passer. Parfois, il vaut mieux prendre. Et ce qui est pris n'est plus à prendre. Ça, c'est voilà. Et puis, alors, j'ai un livre, ça va faire sourire, je pense, beaucoup de gens. Moi, j'ai un livre qui m'a déclenché mon envie de faire du business. J'étais gamin, qui était un livre qui s'appelait Le Roi Vert, qui avait été écrit par un type qui s'appelait Sulitzer, qui a été un écrivain à très fort tirage et à très grand succès au travers de tous ces ouvrages. Alors, c'est pas très philosophique et intellectuel, mais moi, c'est un livre qui m'a marqué à tel point que j'avais 14 ans quand je l'ai lu, et je l'ai lu 2 fois. À 14 ans, pour me faire lire 2 fois un bouquin, il fallait quand même se lever de bonne heure. Et je sais pas, c'est un bouquin qui m'a déclenché une envie de business. En plus, je fais partie de la génération Capital, moi. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec le mensuel Capital. Et le mensuel Capital, c'était un magazine qui vulgarisait l'économie, qui vulgarisait le business. On sortait de l'Express, du Point, du Nouvel Observateur, de l'Expansion, tous ces magazines-là. Et Capital, ça te rendait les choses pratiques. Tu pouvais palper les choses. Et moi, j'ai grandi, je fais partie de cette génération-là. Et j'étais pas parti pour faire du business à la base parce que je rêvais d'être avocat. Et puis, il se trouve que j'ai fait 1 an à la fac. Et au bout d'1 an, j'ai compris que ça allait pas le faire. Parce que je serais incapable de rester 6 ou 7 ans pour faire des études d'avocat. Et donc là, je suis parti vendre des chemises et des sweatshirts. Et puis de là, j'ai embrayé vers la presse à 21 ans. Et puis, j'ai jamais quitté la presse depuis, quoi. Voilà. Finalement, la presse, c'est comme être l'avocat de ceux qui parlent. Tu portes leur voix. Ouais, l'avocat ou l'accusateur. Ou le procureur. Ou le procureur. Mais bien qu'aujourd'hui, c'est un élément qui est important, c'est une vraie question philosophique. Quid de l'indépendance de la presse? Oui. Parce qu'à partir du moment où ton modèle économique, ça devient le marketing et la pub, il est obligatoire de faire que les rédactions se parlent avec le commerce. Et on peut se poser la question de savoir quelle est la liberté de la presse aujourd'hui. Je veux dire, à l'exception de modèles comme Mediapart, qui sont des modèles 100% financés par l'abonné et dans lesquels il n'y a pas de pub du tout, je veux dire, aujourd'hui, tous les magazines, et tu prends là, moi je lis un peu la presse féminine parce que j'ai beaucoup de filles autour de moi, tu regardes les cases shopping du Elle, du Marie-Claire,
c'est dans 80% que des cases shopping qui sont remplies par les annonceurs, que sont les groupes LVMH et compagnie. Donc en fait, il y a des vraies questions. Alors, moi, je ne suis jamais intervenu au niveau de mes rédactions pour dire du bien ou du mal de quelqu'un. Il m'est arrivé de faire des choix sur des engagements de photos, de choses comme ça, par exemple, de mise en avant de produits, au détriment, si on a 4 cases produits et qu'on a 5 machins, bah, on va en choisir un, on va choisir tous ceux qui sont annonceurs. Et puis on se doit aussi, parce que les gens investissent de l'argent chez nous, de leur renvoyer de la visibilité. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est, en partant du print, d'alimenter le digital, et du digital, d'alimenter les réseaux sociaux. Et donc c'est pour ça que la pierre angulaire reste quand même le magazine, parce que ce magazine reste le premier élément de diffusion de contenu chez nous. Voilà. Mais par contre, ce contenu, il a plusieurs vies sur un mois donné. Il a une vie sur le site web, il a une vie sur les réseaux sociaux, et ça, c'est vachement important. Et en fait, vous avez plusieurs challenges finalement, l'un que vous avez un petit peu relevé, que vous allez relever maintenant, mais qui était digital versus print. Ouais. Et puis, donc, comme tu dis... C'est pas versus, moi, je dis souvent que notre stratégie, c'est la complémentarité des médias. Alors, c'est ce que je dis, vous l'avez relevé, vous l'avez vu différemment, mais initialement, le challenge initial, c'était de dire, tu fais ça ou ça, mais bon, heureusement, vous avez trouvé une façon de fonctionner. Et comme tu dis, se pose la question de... la prise de parole d'un journalisme, à quel point le journaliste est libre dans ses paroles. Bien sûr. Et puis maintenant, à quel point il écrit de qualité, parce qu'avec de l'IA, avons-nous vraiment besoin de journalistes? Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on est très très à cheval à l'EDI. Oui. Vincent, qui est notre rédacteur en chef, est vraiment en première ligne là-dessus. Quand l'IA est arrivée, tout le monde dit « Oh super, il n'y aura plus besoin de journalistes. » Voilà, mais pas du tout. Chez nous, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir qu'il a fait un édito il y a deux mois de ça, qui était complètement dédié à cette problématique au travers du dossier IA qu'on a fait il y a 2 mois, et où il a mis en avant le fait qu'on avait déjà, nous, au bureau, reçu certains communiqués de presse qui nous avaient été envoyés par des partenaires qui étaient générés par l'IA et que ça ne se faisait pas. Voilà. Et donc, alors, on mettra le lien. Et donc, il s'est fait un plaisir de le signaler aux agences de RP en leur disant évitez de nous prendre pour des jambons, voilà, on va dire ça poliment. On est quand même des journalistes professionnels et les communiqués de presse faits par de l'IA, c'est pas pour le DI. Voilà. Donc, je pense que sur ce point de vue-là, on a une équipe de rédaction qui lâchera pas l'affaire. Voilà. Bah, bravo pour ça. Donc, qualité. Antoine, merci. On aurait pu discuter encore 1000 heures, je pense. Sans aucun problème. Moi, j'adore ton authenticité. Je pense que toute l'idée, c'est justement de parler de l'intimité. Et toi, tu es assez ouvert sur les sujets qui parfois fâchent un peu. Oui, il n'y a pas de tabou à avoir. Enfin, pas de... Oui, il faut que tout le monde n'est pas à l'aise. En fait, il faut assumer. Voilà. Ouais. Il faut assumer. L'idée, c'est d'assumer. On fait tous des bonnes et des mauvaises choses. Il ne faut pas avoir de regrets, ça ne sert à rien d'avoir des regrets, ça ne sert vraiment à rien de regarder en arrière. Il faut vivre le présent au maximum, il faut se construire des beaux futurs parce que en fait, notre passé de demain, c'est notre présent d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se construire des... Voilà. Une citation. Non, mais c'est vrai, notre passé de demain, ça sera nos souvenirs des bons moments d'aujourd'hui. Quand dans quelques années, je parlerai de ce podcast, j'en garderai un très très bon souvenir parce qu'on aura eu un très bon présent. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Un vrai plaisir. À bientôt. Et on va se voir très bientôt. J'espère. Et on va continuer à discuter. Et on va mettre tous les liens de EDI en bas de notre vidéo. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Et on va se retrouver très bientôt.